Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive.
Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Chaque jour, la Terre baigne dans la lumière du soleil. Chaque jour, nous allumons et éteignons différentes sources de lumière, mécaniquement, sans même y penser. Mais imaginez qu'un jour, vous éteignez la lumière, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans une toute autre époque. Voyons comment cela peut se produire, et quel est le rapport avec la lumière. La physique quantique est assez folle. La physique classique est comme un film projeté du début à la fin, tandis que le monde quantique est comme la possibilité de prendre la télécommande et de manipuler les scènes que vous regardez, fascinant et mystérieux. Supposons que vous ayez un interrupteur ordinaire qui peut être soit allumé, soit éteint. C'est comme un bit ordinaire dans les ordinateurs, qui peut se trouver dans l'un des deux états suivants, 0 ou 1. Mais dans les ordinateurs quantiques, il existe un type d'interrupteur particulier appelé qubit. Contrairement aux bits ordinaires, un qubit peut exister dans plusieurs états en même temps. Il peut être à la fois 0, 1 et tout. Ce qui se trouve entre les deux, c'est donc comme si la lumière pouvait être simultanément allumée et éteinte. Oui, les règles de notre univers sont bizarres. Cette propriété mystérieuse appelée superposition nous a récemment permis de réaliser une chose incroyable, remonter le temps, du moins dans le cadre d'une petite expérience avec des ordinateurs quantiques. Nous sommes à l'automne 2022. Deux groupes de scientifiques, l'un d'Oxford et l'autre de Vienne, ont décidé de mener une expérience étrange. Ils ont joué avec un ordinateur quantique pour créer un programme qui inverse le temps.
Ils ont pris un minuscule électron et ont essayé de le faire reculer dans le temps pendant une fraction de seconde. Un peu comme si, après avoir brisé votre triangle de boules au billard et être passé de l'ordre au chaos, tout le processus s'inversait comme par magie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne sommes malheureusement pas sûrs qu'il soit possible de remonter le temps dans la vie réelle. En faisant quelques calculs, les scientifiques ont découvert que si nous observions sans cligner 10 milliards d'électrons localisés pendant toute la durée de l'univers, nous ne verrions un tel phénomène se produire qu'une seule fois. Et nous parlons ici d'une toute petite fraction de seconde et d'un seul électron. Ils n'ont donc pas inventé de machine à remonter le temps. Ils ont simplement réussi à créer une simulation avec des ordinateurs quantiques. Il y a aussi un autre problème. Plus la simulation est grande, plus elle est complexe et moins elle est précise. Dans notre expérience, nous n'avons utilisé qu'un seul qubit et nous avons réussi à inverser le temps. Dans une configuration à 2 qubits, les scientifiques n'ont pu inverser le temps que dans 85% des CA. Dans une configuration à 3 qubits, ce pourcentage est tombé à 50%, avec davantage d'erreurs. Si nous continuons à ajouter des qubits, nous n'y arriverons plus du tout. En outre, le succès dépend de la quantité d'informations que le système peut stocker. Par exemple, la téléportation d'une personne serait presque impossible parce que les humains contiennent énormément d'informations. Hélas, nous n'avons donc pas encore de machine à voyager dans le temps. Mais cette découverte peut avoir quelques applications. L'inversion de l'état des qubits dans un processeur quantique peut permettre de corriger les erreurs pendant le développement. Un petit CTRL-Z, mais dans la vraie vie. Cela représente ainsi un tout petit pas vers d'autres découvertes passionnantes. Par exemple, ils ont récemment démontré une autre chose plutôt folle. On peut envoyer la lumière elle-même dans le passé. La lumière n'est pas faite que pour éclairer. Elle a des super pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que nos yeux émettaient des rayons visionnaires. Isaac Newton leur a donné tort des centaines d'années plus tard lorsqu'il a mené ses expériences sur les prismes. Un prisme décompose la lumière blanche pure en une magnifique palette. C'est ainsi que nous avons découvert que la lumière se compose en réalité de tout un tas de couleurs différentes. Le temps passant, les scientifiques ont appris autre chose encore, que la lumière est une onde. Plus tard encore, au XXe siècle, nous avons découvert un grand paradoxe. La lumière est à la fois onde et particule. Une double existence en un seul photon. Et plus nous en apprenons sur la lumière, plus nous découvrons de choses insensées. En 2016, des scientifiques ont réussi à figer la lumière dans le temps. Ils ont placé des photons, les plus petites particules de lumière, dans des nuages atomiques ultra froids, et ils ont réussi à l'arrêter, mais pour un instant seulement. Toutefois, le fait qu'une telle chose soit possible est déjà incroyable. Les scientifiques ont alors fait preuve d'encore plus d'audace. Ils ont décidé d'essayer non seulement de figer la lumière, mais aussi de modifier sa direction dans le temps. Ils ont pris un cristal spécial et ont fait passer un photon à travers, déclenchant ce que l'on appelle l'inversion quantique du temps. Résultat, le photon s'est mis à se déplacer à la fois vers le futur et vers le passé. Derrière ce phénomène, on trouve deux principes quantiques, la superposition et la symétrie quantique. Nous avons déjà mentionné le premier, qui permet à de minuscules particules d'exister dans plusieurs états à la fois. Le second principe stipule que même si vous retournez les particules comme dans un miroir, elles suivront toujours les mêmes lois. En combinant ces principes, les scientifiques ont créé un photon qui défie la marche habituelle du temps. Mais là encore, pas de manière très complexe. Ce retournement temporel ne fonctionne que pour des particules spécifiques, pas pour des êtres humains. Et même s'il fonctionnait pour nous, rembobiner une personne ne serait-ce que d'une seconde prendrait énormément de temps et d'énergie. Mais le fait que nous puissions modifier la vitesse de la lumière et la faire changer de direction est déjà étonnant. Les scientifiques y voient déjà quelques applications possibles. Par exemple, des chercheurs de Harvard ont suggéré une façon géniale de déplacer les engins spatiaux à la vitesse de la lumière, en les accrochant à des supernovas. En général, voyager vers les étoiles nécessite une quantité d'énergie folle, mais ces scientifiques ont une idée extraordinaire. Ils pensent que les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des éléments naturels, comme les étoiles hypervéloces et les météores provenant de supernovas, pour atteindre des vitesses ultra rapides. Un peu comme les voiliers se servent du vent pour avancer. Les civilisations du futur pourraient utiliser ces bouffées d'énergie pour accélérer leurs vaisseaux. Imaginez un engin spatial équipé de voiles solaires ou magnétiques qui exploiterait la puissance d'explosion d'une supernova. Ces voiles pourraient utiliser la pression du rayonnement solaire pour fonctionner, de sorte que nous n'aurions plus besoin de moteurs traditionnels ni de carburant. De plus, ces engins à voiles seraient beaucoup plus légers et moins chers à lancer dans l'espace que les vaisseaux spatiaux classiques.
une équipe travaille déjà sur une voile accélérée par des lasers qui pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela peut sembler peu, mais c'est en fait une vitesse folle. Leur rêve est d'aider l'humanité à effectuer un voyage rapide vers Alpha Centauri, en seulement 2 décennies. N'est-il pas étonnant de voir tout ce que l'on peut faire avec la lumière, et pas seulement dans notre imagination? Passons à des réalisations plus pratiques. Récemment, une entreprise canadienne de camouflage, Hyperstealth Biotechnology Corporation, a fabriqué une véritable cape d'invisibilité. Cette cape magique n'a besoin d'aucune source d'énergie, est aussi fine que du papier et ne vous ruinera pas. Hyperstealth envisage un monde où ce matériau pourrait masquer des personnes, des véhicules, des vaisseaux, des engins spatiaux et même des bâtiments entiers. Il s'agit encore d'un prototype, mais il fonctionne déjà très bien. Ils ont baptisé cette technologie la furtivité quantique. La lumière est courbée de manière à faire disparaître les objets. On peut ainsi dissimuler des objets non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet, l'infrarouge à ondes courtes, et pour faire bonne mesure dans le spectre thermique. Cette technologie fonctionne grâce à une lentille lenticulaire, une feuille ondulée dotée de lentilles convexes. Lorsqu'elles sont empilées d'une manière spécifique, ces lentilles réfractent la lumière à différents angles, créant des taches qui bloquent la lumière et dissimulent l'objet. Malheureusement, cela ne permet pas d'obtenir un effet d'invisibilité totale. Mais peut-être qu'un jour nous y parviendrons. Continuons à y travailler. La cape donne l'impression qu'une vitre sale ou floue se tient devant celui qui regarde, mais l'objet qu'elle recouvre n'est plus visible. Et si vous placez ce voile devant votre corps, on aura l'impression que vous n'êtes qu'une tête qui flotte. Le progrès scientifique bat son plein. Peut-être qu'un jour, nous pourrons inverser le temps non seulement pour les petites particules de lumière, mais aussi pour des êtres humains entiers. En attendant, profitons de nos capes d'invisibilité et restons curieux. 15 000 ans après la fondation de la première colonie spatiale, planète Kepler 452b. 1400 années-lumière de notre bonne vieille Terre. Bonjour étudiants de première année. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Université intergalactique. L'espace infini est désormais notre maison, à nous les humains. Mais il y a des milliers d'années, nous vivions sur une seule planète que nous appelons désormais Vieille Terre. Je comprends, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, c'est une immense réserve naturelle. Des mammouths et des stégosaures peuplent sa surface, et des ptérodactyles volent dans le ciel. Il s'est avéré plus facile de recréer les animaux qui la parcouraient il y a des millions d'années que de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Le grand cataclysme leur a fait abandonner précipitamment la planète, laissant derrière eux une grande partie de son héritage, et maintenant nous l'étudions à nouveau. Mais nos fouilles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Gratte-ciel, autoroutes, centres commerciaux, cafés, tout est enfoui sous le sable et la terre. La rouille a rongé le métal et le temps transforme lentement le béton en poussière. Même le barrage Hoover et celui des Trois Gorges en Chine se sont effondrés. Les structures colossales se sont transformées en tas de pierres. Les plantes ont envahi les bâtiments restants qui se sont transformés en habitat idéal pour des millions de créatures. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les visages sculptés dans le mont Rushmore sont toujours visibles. La montagne est en granit, et cette roche est l'une des plus dures de la vieille Terre. Depuis plus de 15 000 ans, les visages des présidents américains ne se sont effacés que de 5,1 cm. Le monument restera debout pendant des millions d'années. Et la dernière expédition dans le désert du Sahara a réussi à extraire la grande pyramide de Gizeh du sable. Maintenant, n'importe quel touriste peut acheter un billet et admirer cette merveille, que même les terriens considéraient comme très ancienne. Étonnamment, les ruines et les murs effrités des châteaux médiévaux d'Europe ont survécu. Ils sont construits en pierre massive et sans armature métallique, qui se dilatent et détruisent la pierre en rouillant. Nos ancêtres ont laissé derrière eux une énorme quantité de déchets. Des bouteilles vides, des emballages en plastique, des papiers, tout cela aide les scientifiques à recréer les habitudes de consommation des gens du passé. Grâce à cela, nous savons avec certitude que dans les années 2000, près de 8 milliards de personnes mangeaient principalement des chips, des barres chocolatées et des pizzas. Et ils buvaient rarement de l'eau. En revanche, ils adoraient le café. 60% des terriens vivaient sur Internet pendant 7 heures par jour. 2 milliards de sites web fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début, les informations étaient stockées sur des disques durs, des lecteurs flash et des disques compacts. Mais ce type de stockage est devenu obsolète au bout de quelques années. Le cloud a pris leur place. Il s'agissait d'un stockage en ligne avec des serveurs connectés au réseau mondial. Ils ont enregistré toute la vie de la civilisation terrestre et ont été stockés dans des centres de données. Dans l'espace, l'Internet de la Terre ne fonctionnait pas bien. Apparemment, les énormes distances et le manque de connaissances techniques en auront été les principaux freins. Imagine qu'un habitant de Pluton veuille connaître la différence entre les pizzas margarita et calzone.
Il clique sur le lien et attend quelques heures pour qu'il s'ouvre. Si la pâte est déjà dans le four, pas de chance. Chaque colonie a organisé son propre système internet en envoyant des satellites en orbite autour de sa propre planète. Il a fallu du temps pour connecter des milliers de colonies dans la toile intergalactique que nous connaissons maintenant sous le nom d'Uninet. Lorsque le cataclysme a frappé, les gens ont dû s'échapper, abandonnant leur planète à son sort. L'électricité a été coupée, personne n'a entretenu les serveurs, ni les centres de données, et beaucoup d'informations sur leur civilisation ont été perdues. Nous avons excavé des kilomètres de profondeur dans la Terre et trouvé de nombreux artefacts intéressants. Chers étudiants, je vous invite à observer cette chose étonnante. Les terriens l'appelaient appareil photo. Les gens prenaient des photos de leur nourriture, de leurs jogging matinaux et de leurs nouvelles chaussures avec. Mais ce que nos scientifiques n'ont pas compris, c'est que les peuples anciens communiquaient aussi avec cet appareil. L'un des principaux mystères du passé sont ces plats de différentes tailles. Les archéologues en trouvent dans presque toutes les maisons. Ils portent des noms. Fido, Médor, Sultan, Poupette. Nous savons que ce sont les objets dans lesquels les chiens et les chats se nourrissaient, mais nous ne savons pas pourquoi les gens choyaient autant ces animaux. Par exemple, les archéologues ont récemment déterré un salon de beauté pour caniches à San Francisco. J'aime aussi mon dragon des jungles de Gliese 832C. Mais je ne coupe pas sa fourrure et ne manucure pas ses griffes. Et voici mon artefact préféré, un livre. Il n'y a rien de plus précieux dans l'univers. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans toute ma collection d'antiquités. C'est une anthologie de recettes de cuisine. Je l'ai payé une fortune. Les ruines des musées sont des trésors pour les archéologues et toute la nouvelle humanité. Ces bâtiments se sont effondrés il y a longtemps et ressemblent maintenant à des ruines ordinaires, envahies par les herbes. Les musées sont comme des perles dans l'océan. Elles reposent au fond et attendent d'être extraites de leurs coquilles. Et parfois, les archéologues y parviennent. Les livres, les tableaux, les documents et les vêtements sont pour la plupart tombés en poussière. Mais nous pouvons apprécier les statues qui ont été sculptées dans le marbre par les maîtres de la Grèce et de la Rome antique. Sur les murs des grottes du monde entier, il y a des dessins d'animaux et des empreintes de mains des premiers humains. Ils ne savaient pas lire, conduire une voiture ou piloter un vaisseau spatial. Mais leurs peintures ont survécu. C'est incroyable. Au fil des milliers d'années, le temps a rongé d'énormes barrages, des villes avec des gratte-ciels et des ponts. Mais la pomme d'un ancien humain orne encore la paroi froide et rugueuse d'une grotte. L'archéologie spatiale devient de plus en plus populaire. Des milliers de tonnes de débris spatiaux volent autour de la vieille Terre. L'expérience ultime est la visite de la sonde Voyageur 1. Les terriens l'ont envoyée dans l'espace au tout début de leur développement. Je vois vos sourires condescendants. Aujourd'hui, un tel appareil peut être assemblé par n'importe quel étudiant de première année, à partir de pièces détachées dans le garage de ses parents. Mes chers étudiants, ne nous moquons pas de nos ancêtres. Ils ont fait de leur mieux. Voyageur 1 n'est pas un simple satellite. On peut le comparer à une bouteille jetée à la mer. Et la mer cosmique est des millions de fois plus grande que l'océan Pacifique de la vieille Terre. Les ingénieurs du passé ont laissé une capsule temporelle avec un message dans la sonde. Elle contient des photos de personnes et de la nature de la planète, ainsi que des informations scientifiques sur la Terre. Les 90 minutes de musique enregistrées sont particulièrement intéressantes. C'est un véritable cadeau de nos ancêtres pour nous, pour le peuple de l'espace. Les signaux radio que l'humanité a envoyés dans l'espace ont également survécu. Nous les avons suivis à la trace. Les émissions radio, les conversations téléphoniques, les clips musicaux continuent leur voyage dans l'espace. Des millions d'années plus tard, ils s'affaibliront et ne laisseront derrière eux qu'un écho électromagnétique. En 2020, il y avait 1,4 milliard de voitures sur la vieille Terre. Incroyable, mais elles se déplaçaient grâce à des pneus en caoutchouc sur des routes d'asphalte, pas dans les airs. Lorsque les humains se sont envolés dans l'espace, ils ont laissé leurs véhicules sur la planète. En quelques centaines d'années, les voitures ont complètement disparu et se sont transformées en tas de métal, de plastique et de caoutchouc. L'un d'entre eux qui a survécu pendant des millénaires est le Lunar Roving Vehicle. Il n'y a pas d'air, pas d'eau et pas de séisme sur la Lune. Tout ce qui arrive ici est en quelque sorte figé dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé au rover. Les archéologues ont trouvé beaucoup d'autres engins spatiaux entiers et écrasés sur la Lune. Ces appareils sont des artefacts inestimables dans le musée des technologies primitives de la Terre. Dans l'archipel de Svalbard, dans l'océan Arctique, les scientifiques ont enfin mis au jour la réserve mondiale de semences. Les terriens l'ont construite en 2008, c'est devenu une véritable attraction. L'énorme silo contenait 4,5 millions d'échantillons de 500 graines chacun. Des milliards de graines ont permis d'assurer l'agriculture des colonies. Grâce à elles, vous pouvez maintenant manger du popcorn et des hamburgers avec de vrais petits pains. Pendant des milliers d'années, les graines ont été conservées sans attention humaine. Ce n'est pas un miracle, mais un calcul scientifique précis. La réserve est construite sous terre à une profondeur de 120 mètres.
Il n'y a pas de tremblement de terre ou d'inondation à cet endroit, et le permafrost a fourni la température optimale pour que les graines survivent. La plupart des métaux sont extraits d'un minerai. Ces minerais ne contiennent pas de métaux purs, mais seulement leurs composés chimiques. Pour obtenir du fer pur, le minerai doit d'abord être fondu. Mais il y a un problème. Les métaux provenant du minerai s'oxydent au contact de l'eau ou de l'oxygène. En termes simples, ils rouillent. C'est ainsi que le métal retourne à son état naturel de minerai. C'est pourquoi les clous, les clôtures métalliques, les ponts et les maisons rouillent et s'effondrent. Mais cela n'arrive pas avec l'or, l'argent et le platine. Les objets fabriqués à partir de ces métaux sont éternels et ne perdront jamais leur forme. À condition bien sûr que tu ne te mettes pas à frapper les bagues et les pendentifs avec un marteau. Lors de fouilles, les archéologues ont trouvé des milliers d'articles de bijouterie. Les terriens aimaient les porter sur leur corps. Couronnes, colliers luxueux, alliances. Tous ces bijoux sont maintenant de l'histoire, conservés dans des musées galactiques. On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond. Sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher? Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau.
Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi, au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir, il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé, du moins en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc
Que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt, étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non. Il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés. Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple, sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire.
L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point à peine quelques grammes. Et nous n'essayons plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance. Leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici. La Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement.
Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir, et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça, et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie, et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique.
Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement.
Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis.